Bienvenue dans Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives. Ici, on part à la rencontre de créatifs, mais surtout de leur esprit d'entrepreneur. Et quand on pense entreprendre, on pense grandir, toujours plus. Mais grandir, est-ce une fin en soi? L'art est-il au service de l'entreprise ou l'entreprise au service de l'artiste? Cette question qui touche tous les entrepreneurs créatifs à un moment donné, le créateur textile de renom Daniel Henry s'y est confronté comme on se prend un mur. Et il en est sorti avec une solution plutôt à contre-courant. C'est à Tournai qu'il m'a invité à le rejoindre dans son atelier. Situé dans une grande maison, il s'y mélange des échantillons de tissus plus surprenants les uns que les autres, des cadres de sérigraphie, des pots de peinture et des croquis. Un espace bien organisé, mais qui laisse clairement place à la créativité. En général, les idées viennent plutôt, dans mon cas, d'accidents, donc de choses qui se passent que je ne maîtrise pas dans l'atelier et qu'avec le temps, je vais avoir envie de maîtriser. Ou alors, je suis vraiment ce qu'on appelle un chineur et ça m'arrive régulièrement de voir des tissus anciens qui me plaisent énormément et où je vais essayer, à ma manière, de redonner des qualités que j'estime perdues sur le marché aujourd'hui et de retravailler là-dessus. Donc ça peut être aussi ça la source d'inspiration. J'aime beaucoup travailler aussi avec des matériaux qui sont en général peu valorisés. Ça, ce sont des vertèbres de poisson. Chaque perle est un petit os. Et j'aime beaucoup ce côté organique. Et puis, je viens les organiser, je les brode avec des épaisseurs différentes pour créer des effets de diffusion. Donc, j'essaie toujours d'adapter mon univers à des clients très différents. Pour lui, le tissu, c'est autant une production industrielle qu'une pièce d'art. Ça prend des semaines, des mois, avec un travail parfois quotidien, parfois plus en dilettante, suivant le temps qu'on a. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que j'appelle de la recherche empirique. Donc on tâtonne, on améliore et puis on grandit. Et c'est tout le temps ce procédé-là. Daniel Henry, c'est un artiste, sans aucun doute, avec une sensibilité toute particulière que le monde entier lui reconnaît. Il travaille très rapidement avec des grandes marques et des maisons de luxe. Il a ouvert son atelier en 2000 et suit la voie toute tracée de l'entrepreneur lambda. Il fait ce qu'on attend de lui. Moi, ça me rassurait de savoir qu'en tant que designer, je pouvais gagner ma vie et c'était un parcours somme toute classique. Mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ce que j'apportais était quand même un peu différent de ce que la plupart des autres designers textiles apportent. Donc je me suis rendu compte justement de cette spécificité très technique qui fait qu'aujourd'hui je travaille davantage en recherche et développement qu'en design. Mais surtout, ce qui est compliqué, je trouve, quand on avance dans sa carrière, c'est que moi, j'aime la technique, j'aime faire de mes mains, mais forcément, au fur et à mesure que je vais avancer dans les entreprises, on va me donner des postes à responsabilité. Parce que c'est normal, quand on prend de l'âge et de l'expérience, on commence à gérer des équipes. Vivre de son art, voilà l'objectif de tous les artistes. Et Daniel développe son activité autant qu'il le peut. Grâce à des coups de pouce, il développe son business. Il engage 3 employés et se met à produire de plus en plus. Ces projets, de toute façon, ils font partie de moi. Donc avec ou sans aide, ils verront le jour. Parce que je suis vraiment obstiné et parce que c'est mon métier, c'est ça que j'aime faire. Après, évidemment, en fonction des budgets que j'octroie moi-même à ma recherche, la recherche peut prendre plus ou moins de temps. Et là, tout d'un coup, c'est vrai que quand on a une bourse de 40 000 €, c'est vraiment un accélérateur. Donc moi, oui, ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Mais progressivement, le rêve se transforme en cauchemar. Parce que grandir, c'est déléguer. C'est sortir les mains des pots de peinture et négocier, convaincre, discuter, expliquer, mais plus créer. Et donc après, c'est pas le tout de savoir faire un échantillon. Une fois qu'on a son échantillon A4, oui, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on produit industriellement? Est-ce qu'on produit artisanalement? En sachant que si on produit artisanalement, les prix vont être parfois jusqu'à 10 fois plus cher et donc que c'est pas la même cible de clients ou en tout cas c'est pas les mêmes volumes. Donc voilà, il y a certains projets où par exemple dans mon procédé de sérigraphie, il y a un petit twist et je me dis ça un industriel peut le faire. Par exemple à un moment on a changé une encre, mais l'industriel pour maîtriser cette encre il a quand même mis 2 ans. Même quand il y a qu'un seul paramètre qui peut paraître petit, c'est parfois compliqué. Ça veut dire qu'il y a des techniques où je change parfois 4 paramètres. Ces techniques-là, toujours aujourd'hui, ne sont pas industrialisées parce que c'est trop d'investissement en n'étant pas sûr que derrière, ils vont vendre des kilomètres non plus. De par cette approche technique qui est importante à mes yeux, j'ai commencé à connaître des frustrations
principalement dans le domaine de la mode, qui a accéléré son nombre de collections par année. Et donc, ça veut dire que si au lieu de faire 2 collections par an, certaines maisons en font aujourd'hui 8, au lieu d'avoir 6 mois, on a 6 semaines pour faire la création. Comme moi, j'aime le travail bien fait, qui demande un certain temps de recherche, de réflexion, d'aboutissement, j'ai commencé à être frustré de ne pas avoir ce temps-là. Et outre la question de la production et des coûts qu'elle représente, Daniel Henry rencontre aussi des difficultés à se faire comprendre. Nous, les designers, on est beaucoup en compétition avec les commerciaux. Ils font des tableaux Excel avec les chiffres de l'année précédente et ça aide à faire passer plein de choses. Surtout à un patron qui est lui aussi un peu rationnel. Voilà. Nous, les créatifs, on fonctionne avec notre intuition. Moi, je peux très bien leur faire un mood board pour leur montrer qu'est-ce qu'on va faire demain. Mais eux, ils voient ces images-là, ils ne comprennent pas. Donc, on n'a pas le même langage. Et ça, c'est difficile parce que sans cesse, il faut expliquer, justifier, dire pourquoi c'est important d'aller faire un salon à l'étranger, pourquoi c'est important d'aller rencontrer un fournisseur vraiment et de ne pas juste envoyer un email. Tout doit être sans cesse justifié. La crise qu'il traverse alors, il l'appelle lui-même la crise de la quarantaine. Il remet tout en question, et surtout le chemin tout tracé qu'il avait suivi, un peu aveuglément jusque-là. En commençant, il avait un rêve, mais comme souvent, il s'est retrouvé à en vivre un autre. Daniel Henry apprend alors à dire non, à poser ses choix et à les assumer. Quand on est obligé, en tant qu'entrepreneur, de gagner suffisamment d'argent pour payer par exemple 3 salaires tous les mois, je me suis rendu compte que j'étais, entre guillemets, obligé de baisser la qualité de mon travail et de mes exigences, parce qu'il y avait de l'argent à faire rentrer. Et donc depuis, j'ai beaucoup moins de clients, j'ai une plus petite équipe, j'ai développé des choses beaucoup plus pointues. Et donc aujourd'hui, en m'étant réorienté vers la recherche et le développement, je travaille plus sur de la saison, mais je travaille sur de la recherche à long terme. Et je travaille plutôt avec des ingénieurs textiles qui ont des recherches techniques, environnementales, des choses qui me paraissent plus fondamentales. Et donc je m'épanouis beaucoup plus là-dedans aujourd'hui. Se poser les bonnes questions, c'est quelque chose que Luc Pire, cofondateur du Venture Lab, a dû faire à de nombreuses reprises durant sa longue carrière. Quelle est la vie que tu as envie de mener aussi? Quel métier veux-tu faire? Tu es un excellent designer. Est-ce que tu as vraiment envie d'arrêter de dessiner pour gérer des gens, recruter des gens, aller trouver ton banquier? Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Si oui, tu peux devenir un homme d'affaires qui gardera tes compétences de designer. Mais sinon, cherche du boulot comme designer ou cherche un partenaire qui a envie de créer une boîte et tu seras associé à 50-50. Il faut être connecté à sa passion, oui, évidemment. Il faut être passionné, évidemment. Donc, c'est la première qualité. Et pour garder cette liberté absolue, ce luxe de pouvoir se concentrer sur sa vision, Daniel Henry a trouvé une technique. J'ai toujours investi moi-même en fonction de l'argent que j'avais à ce moment-là, quoi. Je trouve ça primordial d'investir dans son travail et dans son atelier. Je trouve que c'est un luxe de le faire, mais c'est la seule chose qui me fait avancer aujourd'hui, donc j'ai aucun regret. Si pour certains Daniel achète sa liberté, d'autres pourraient y voir une peur de l'investisseur. Claire Munk, CEO de B-Angels, nous en dit plus. Les investisseurs ne sont pas là, quelque part, pour priver les entrepreneurs de leur liberté. Mais comme ces investisseurs vont pour la plupart être minoritaires, toujours, sur les investisseurs du premier tour, leur seule façon de peser quelque part sur l'investissement qu'ils ont fait, c'est justement de négocier, demain si on met en place un conseil d'administration, j'aimerais y participer, notamment parce que j'aimerais bien que telle et telle décision, tu ne puisses plus les prendre tout seul. Alors on peut voir ça comme une privation de liberté, comme on peut voir ça comme une opportunité de financer sa croissance, d'avoir des gens qui sont bienveillants autour de la table pour justement se challenger. Et on se rend compte qu'en fait, les matières réservées au conseil d'administration sur lesquelles les investisseurs vont vraiment peser ne sont pas du tout des matières opérationnelles, de gestion quotidienne. C'est vraiment des aspects stratégiques. S'il y a une nouvelle augmentation de capital, si on vient, par exemple, avoir des discussions pour revendre la société, c'est vraiment des éléments très stratégiques et ou qui pèsent sur le budget, c'est-à-dire si jamais il y a des recrutements dans l'équipe au-delà d'un certain budget. Alors on ne fait pas ça du tout pour brider l'entrepreneur, simplement, c'est vraiment pour jouer un rôle justement de guidance et donner tout son sens à la gouvernance.
Pendant sa carrière, Daniel Henry a vécu pas mal de choses. Mais ce qu'il a appris, c'est que pour lui, l'entreprise et l'entrepreneuriat est au service de l'art et de l'artiste, et non l'inverse. Il a su trouver un équilibre qu'il assume pleinement. Pour lui, une entreprise, entreprendre, c'est vivre. C'est un mouvement permanent, comme une respiration qui vous accompagne tout au long de votre vie. Mais pour arriver à cet équilibre, il existe un ingrédient indispensable. Moi, je suis quelqu'un qui rebondit par rapport aux situations. Donc j'ai du mal à prévoir ce qui va se passer. J'ai pas un plan de carrière sur 5 ou 10 ans. Je remets en question sans cesse. Dès qu'il y a quelque chose qui me convient plus, je l'écarte. Et j'essaie de trouver un domaine dans lequel je peux m'épanouir plus. Ouais, j'ai profondément la foi dans ce que je fais. Je pense vraiment suivre le bon chemin pour moi. Vous venez d'écouter Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives. Sur une idée originale de Wallonie Design et Start Invest, produit et réalisé par le studio Les Visions, avec le soutien de la Wallonie. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur vos applications podcast et sur les réseaux de Wallonie Design et Start Invest.